vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, merci d'être avec nous en ce lundi. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus, très heureux de vous retrouver. Oui, moi et aussi. je pense que la date de retour est parfaite. Ah bon ? Oui, parce que cela fait 220 ans aujourd'hui que Napoléon Bonaparte était couronné empereur à Notre-Dame et vous revenez trôner parmi les vraies voix pour cet anniversaire. Et je me dis que ça pouvait pas tomber mieux. Eh ben, vous avez un truc à me demander, vous, c'est pas possible pour être aussi gentil. Non, il n'y a aucune forfanterie pour faire du Philippe Bilger. C'est venu tout seul, c'est naturel, il n'y a pas de flatterie. Voilà. Oui, la comparaison est évidente. Elle me semble, et même sous-évaluée à mon avis. En tout cas, merci Philippe pour cette... c'est un accueil favorable. Oui. Et une bonne nouvelle vient toujours par deux, puisque vous allez pouvoir aujourd'hui gagner des beaux cadeaux, puisque c'est le grand sapin de Noël de Sud Radio. On va pouvoir jouer pendant cette émission. On vous dit pas quand, à quel moment ça peut tomber. En tout cas, ce sont des très beaux cadeaux. Et je regarde, je l'aurais bien gardé pour moi celui-là. Bref, en tout cas, on vous en parlera un peu plus tard. 0826 300 300. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec toute l'équipe. Et le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Nous y sommes. Michel Barnier a engagé donc la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la sécurité sociale. Jamais l'article 49.3 n'a été si susceptible d'aboutir à la chute du gouvernement. C'est depuis 1962. Le Rassemblement national a donc voté cette motion de censure de la gauche. Et si ça se confirme, le gouvernement Barnier devrait être renversé dans ce cas d'une majorité, en tout ça de 289 voix. Alors parlons vrai, est-ce que stratégiquement Marine Le Pen a fait le bon choix ? Ne risque-t-elle pas qu'on l'accuse d'avoir plongé le pays dans le chaos ? Et à cette question, le RN a-t-il raison de voter la motion de censure de la gauche pour renverser le gouvernement Barnier ? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et nous aurons une parole libre pour commenter ce débat. Patrick Vignal sera avec nous, ancien député Renaissance de l'Hérault. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Marine Tondelier et Lucie Castet appellent donc la gauche à s'unir. La dirigeante écologiste et l'ex-candidate de NFP à Matignon ils ont donc consigné une tribune hier dans Ouest France au lendemain d'une offre de service de Jean-Luc Mélenchon. Récemment, François Hollande rejetait l'hypothèse d'un gouvernement Castet, mais aussi celui d'une union derrière les leaders insoumis. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous l'initiative de Castet et Tondelier, c'est le programme commun 52 ans plus tard ? Est-ce qu'une candidature unique de la gauche à la prochaine présidentielle vous semble plausible ? Et à cette question, qui incarne pour vous l'avenir de la gauche ? Vous dites à 9% Lucie Castet et Marine Tondelier, à 5% François Hollande, à 12% Jean-Luc Mélenchon et à 74% quelqu'un d'autre. Eh bien écoutez, appelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire qui est ce quelqu'un ou c'est quelqu'une d'autre. Non, on va bien savoir. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger aujourd'hui comme éditorialiste favori. Heureux de vous retrouver. Merci mon Philippe. Cécile, Je suis très heureuse il s'est aussi. bien débrouillé. Même orphelin, il a été très il est bon. bon, il est bon. Pardon pour ma voix qui n'est pas encore au top. Françoise de Gaulle est avec nous. Mais moi, si vous me permettez, je vais censurer cette émission à l'instant parce que là, je déteste la façon dont vous rentrez dans cette émission. En fait, je déteste. Vous allez censurer. Notre vraie voix préférée, c'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire ça, Philippe Bilger. Vous venez de le dire. Vous savez, c'est-à-dire que c'est tellement d'instinct que je m'en rends même plus compte. Voilà. Non, mais préféré, c'est faible. c'est pas mal, ma Françoise préférée, Vous voulez j'aime pas bien. comme on voit Françoise de Gaulle à Sainte-Hélène, comme on est le 2 décembre ? Non, mais elle censure, on verra. On verra si elle est en majorité. Si vous pouvez, elle se censurer, ce serait... Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie. Bonsoir Jean. Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. Un peu de psychologie dans cette émission ne nous fera pas de mal. Carrément. Et avec son numéro 0826 300 300, c'est Baptiste qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à toutes et tous. Oui. Bonsoir Baptiste. Baptiste, c'est un coup de gueule contre la famille Mullier, justement sur les licenciements, je vais y arriver. Ouais, ça m'embête un peu parce que moi je suis originaire de Roubaix, donc c'est des gens de Mincoin, comme on dit chez nous. Donc ça m'embête profondément ce que je vais dire, mais je pense qu'ils l'ont bien mérité. Juste pour vous donner un peu de contexte, sur les 10 dernières années, plusieurs dizaines de millions d'euros de CICE et d'exonération d'impôts. Alors, pour que tout le monde soit au même niveau que vous, on vous explique. Le groupe Casino et Decathlon, Auchan, et Decathlon, ça c'est le groupe Mullier. Certains disent Mulliez. Et il y a des licenciements chez Auchan, c'est ça.
Il y a des licenciements chez Auchan, et il se trouve que vous avez raison de rappeler que Auchan et Decathlon, c'est le même groupe, dirigé par la même famille, en l'occurrence la famille Muliez, qui s'est gavé d'aide publique et de subventions d'État pendant des années, avec comme seul deal et seule contrepartie de créer, avec les autres entreprises qui en ont bénéficié, 1 million d'emplois. Non seulement ce million d'emplois n'a pas été créé, mais en plus, ils ont détruit des dizaines de milliers d'emplois. Jusqu'à récemment, où Auchan annonce qu'ils vont supprimer entre 2400 et 2500 emplois. Et aujourd'hui, donc quelques semaines plus tard, le groupe Decathlon annonce 1 milliard de dividendes reversés aux actionnaires de Decathlon et donc en partie à la famille Muliez. Je trouve ça proprement dégueulasse. Et pour le dire franchement, je commence à être... Pourtant profondément de gauche, je commence à être de plus en plus en peine d'expliquer aux gens qu'ils ont tort de voter pour le Rassemblement national. Ouais. Après, ce sont deux sociétés différentes. Mais c'est deux sociétés différentes. Philippe Bilger. Je suis évidemment, je ne suivais pas à la trace les résultats du groupe Muliez, même si j'aimais beaucoup la philosophie qui inspirait ce groupe, et notamment à l'époque, dans leur mode de vie, une certaine austérité. Mais c'est sûr que je comprends un petit peu l'indignation de notre ami lorsque on ne peut pas en permanence joindre des contraires aussi dissemblables. C'est vrai que Muliez appartient à ces grandes dynasties du Nord, et donc avec la sobriété en fait qui les caractérise. Vous avez également la famille Peugeot qui est plutôt protestante. Protestante. Donc il y a une vraie sobriété, il y avait une forme de capitalisme familial. Je partage absolument votre colère, et je vous rappelle, puisqu'on est en plein budget, que l'idée générale, c'était quand même de taxer ce genre de fortune-là plutôt que d'aller baisser les retraites en fait. Je remercie Baptiste de mettre le doigt sur ce point vraiment sensible. C'est un fait que les ultra-riches, sûrement qu'il en faut, c'est comme ça. Maintenant, lorsqu'ils se nourrissent sur la bête, à savoir l'argent public, c'est quand même notre argent, c'est nos impôts en termes d'allègement de charges. Et ces gens-là font des profits complètement ahurissants, pour ne pas dire indécents. Et là, le ruissellement, là, on l'attend. Là, le ruissellement, c'est zéro, c'est dans les poches des ça n'a jamais marché, tu sais, le ruissellement, en fait. Et la misère reste la misère, et c'est vrai que c'est assez dégoûtant. Merci Baptiste, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, après la motion de censure? Eh ben, on aimerait bien savoir, et ce sera dans un instant. 0826 300 300, soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vrais Voix, on est ravis de vous retrouver. C'est lundi, on s'occupe de vous jusqu'à 19h avec Philippe David. Est avec nous, bien sûr, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorédo. Et vous, je vois que l'adjectif a disparu. Tu vois, il suffit un peu de gueuler. Moi, je fais de la surenchère, là, tu vois, sur le Parlement, là, des vraies voix, parce qu'il suffit juste d'exprimer son désarroi. Hop, les adjectifs disparaissent. C'est vrai. Je vous ai dit que je vous aimais, Philippe Bilger. Excusez-moi, mais Françoise Degois qui parle de Parlement des vraies voix, les jours où elle vient, je dirais plutôt le soviet des vraies voix. Mais j'adore. Ça m'étonne pas, tiens. Mais je vais tous vous mettre au pas. Mais je vous sauverai. Je dirais que Sud Radio. Non, je dirais que Sud Radio a caché des gauchistes pendant la guerre. Donc je vous assure que vous serez sauvés. Ne vous énervez pas. La dictature, elle est de ce côté-là. Non. La dictature, elle est là. Parce que Philippe, elle est là. Merci, là. Non, mais pas du tout. Vous en faites ce que vous voulez de Philippe. David, vous arrivez avec un saucisson, par exemple. Vous allez voir le dictateur. Un saucisson, une andouillette de vire. Alors là, c'est fini, une tartiflette. Mais c'est tellement vrai. C'est l'andouille, à dire, pas l'andouillette. L'andouille de vire, pardon. Excusez-moi. Non, parce que vous êtes né à Vire, c'est ça? Non. Rien qu'à vous écouter, François, j'ai pris 10 kilos par cuisse. Alors on arrête. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? Du gouvernement Barnier qui engage sa responsabilité et qui risque bien d'être mis en minorité renversée suite à ce 49-3. Et puis tiens, vous en parliez presque, on va parler d'une autre spécialité culinaire, on va parler de la finale ce soir du championnat du monde de pâté en croûte. Voilà, c'est ce soir la finale. Des sujets sérieux. Ça va intéresser un peu Philippe David, il n'y a pas que le gouvernement renversé dans la vie quand même. Donc en 3 mots... Il y a la crème renversée pour Philippe. Donc en 3 mots, Barnier, responsabilité pâté. Et ben voilà, vivement la fin. Allez, tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et monsieur le procureur voulait poser la question, après la censure, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on en avait un peu assez de cette incertitude, même si en réalité elle était forcément imprégnée d'une sorte d'intuition que le 49.3 allait arriver. Ça y est, il a été formulé par le Premier ministre. La motion de censure sera votée, je suppose, mercredi par une alliance entre le nouveau Front populaire, parce que les socialistes y seront évidemment, et le Rassemblement national. Nous avons là le premier point qui sera fait. Seconde observation, c'est que, alors qu'à une certaine époque, on pouvait penser que ceux qui prévoyaient le départ du président de la République exagéraient un peu ou prenaient leur désir pour des réalités, peut-être que tout cela, maintenant, doucement, se rapproche vertigineusement. Et évidemment, pour ceux qui l'adorent, il y en a encore, eh bien, c'est quelque chose qui relève d'une forme de chagrin possible. Sur Emmanuel Macron, oui. Sa démission ? Oui. Moi, ce qui s'est passé aujourd'hui est assez clair, c'est-à-dire que Marine Le Pen, bien sûr, ne chasse pas du tout Michel Barnier. Le budget n'est pas du tout le problème de Marine Le Pen. Marine Le Pen, quand elle change de stratégie, elle veut une présidentielle anticipée. C'est clair comme de l'eau de roche, on l'a dit tout de suite sur Sud Radio. Mais non, mais elle, parce que c'est une question de survie. Elle va avoir le résultat de son procès en mars. Le calendrier, c'est 35 jours. Donc, si vous voulez, il n'y a rien d'étonnant ce qui est en train d'arriver, mais là où je vous rejoins pas, c'est que, et j'en parlais avec mon camarade Philippe David, il n'y a aucune condition, même si elle censurait 10 fois jusqu'à la fin du mois de décembre, pour que Emmanuel Macron démissionne. C'est-à-dire qu'il ne démissionnera que si lui décide, il a tous les moyens dans la Constitution de rester. Donc je pense qu'elle fait une erreur stratégique, en fait, Marine Le Pen. Oui, alors, on vient de parler du président, à tout seigneur, tout honneur, je continue sur lui, c'est quand même sensationnel de voir comment ce monsieur a réussi à casser complètement l'esprit de la Ve République, qui avait quand même été mise en place précisément pour que la France ait toujours un gouvernement, après les espèces d'errance de la Quatrième République, et là, c'est quand même un fait, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. On a eu Elisabeth Borne qui a gouverné tant bien que mal, comme ça, pendant longtemps, sans avoir de majorité. Le président décide de dissoudre l'Assemblée. Personne n'a compris encore pourquoi il a fait ça. Et là, on voit bien que ça y est, on est quand même à la veille d'avoir peut-être une France sans gouvernement, quoi, sans capacité à réunir un gouvernement pour gouverner, pour notamment établir un budget. Et Elisabeth Borne et la cruche dans la même phrase, ça n'avait aucun lien. Soyons clairs. Merci de le rappeler. Oui, alors ça, j'ai beaucoup de respect pour cette dame. C'est pour ça que je tiens à le dire. Clairement. Oui, en plus, elle est très bien maintenant. Elle parle librement. Pardon. Les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont Félix Barnier, responsabilité épatée. Michel Barnier parle d'un moment de vérité en engageant la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la sécurité sociale. Ça passe ou ça casse. Soit le budget est adopté sans vote, soit le gouvernement sera renversé. Scénario désormais privilégié. Le RN indique qu'il votera la motion de censure de la gauche en plus de la sienne. Plus de gouvernement, peut-être, pas de budget sans doute, mais on perd pas l'appétit pour autant. Vous l'attendiez tous, surtout Philippe David. Donc, c'est ce soir la finale du championnat du monde de pâté en croûte. 15 candidats du monde entier réunis à Lyon pour une épreuve qui promet d'envoyer du pâté. Évidemment. Les vraies voix Sud Radio. Les dés sont jetés. Donc tout à l'heure, Michel Barnier a engagé la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la sécurité sociale. Soit le texte est adopté sans vote, soit le gouvernement est renversé. Ça n'était arrivé qu'une seule fois sous la 5e en 1962. Mais ça pourrait bien se reproduire donc, puisque le RN indique vouloir voter cette motion de censure du nouveau Front populaire en plus de la sienne. Ça ferait une majorité pour renverser l'exécutif. Et Michel Barnier le savait en dégainant ce 49.3 tout à l'heure. Mais le Premier ministre estime être allé au bout des négociations possible sur le budget. Je crois que nous sommes parvenus désormais à un moment de vérité. Je pense sincèrement que les Français ne nous pardonneraient pas de préférer les intérêts particuliers à l'avenir de la nation. Notre pays a tant à faire pour défendre ses intérêts et son influence en Europe et dans le monde. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes.
Et c'est donc le RN de Marine Le Pen qui avait entre guillemets le doigt sur la gâchette pour renverser ou non le gouvernement. Marine Le Pen qui estime ne pas avoir eu assez de concessions du gouvernement, pas de renoncement notamment sur la désindexation des retraites. Je rappelle que la désindexation des retraites qui ramène au gouvernement 3 milliards c'est 0,5% de l'ensemble du budget du PLFSS. Il ne me semblait pas que cette demande était insupportable. Je pense même qu'il était insupportable de la refuser. Les choses étaient claires. M. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il a dit que chacun assumerait ses responsabilités. Nous assumerons donc les nôtres. Marine Le Pen tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Et c'est pas une surprise, évidemment. La présidente du groupe de la France Insoumise, Mathilde Panot, a elle aussi annoncé un dépôt de motion de censure. Face à cet énième déni de démocratie, nous censurerons ce gouvernement. Et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Nous le censurons et contrairement à ce que disait le Premier ministre à l'instant, ce ne sera pas le chaos après que M. Barnier et son gouvernement soient partis. C'est aujourd'hui un chaos politique que nous vivons du fait à la fois du gouvernement de M. Barnier, mais aussi de la présidence d'Emmanuel Macron. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Juste une précision très importante. Vous savez qu'il y a, au niveau du nouveau Front Populaire, il s'organise. Un coup, c'est le PS qui dépose. Donc là, c'est LFI qui va porter la motion et ce sera défendu par Éric Coquerel, spécialiste des comptes publics. Les gens pensaient Panot Bompard. Non, finalement, ce sera... Non, il est très bon sur les comptes publics. On en parlera donc, dans la vérité, c'est que c'est ce qu'il y a de mieux. Le grand débat du jour dans quelques instants. Et Philippe, on en vient. Comme promis à la grande finale ce soir de la 15e édition du championnat du monde du pâté en croûte. Ah oui, ça vous intéresse, hein, Philippe. Ah oui. 15 finalistes en lice. C'est l'info de l'année, je veux dire. Ah bah oui, c'est le plus important de tout ce que je peux dire aujourd'hui. 15 finalistes en lice prêts à en découdre, 6 Français, mais ils viennent aussi les candidats du Danemark, de Suède, du Canada, du Japon, de Belgique ou même de Monaco. Une épreuve au carrefour de 3 grands métiers, évidemment, charcuterie, pâtisserie et cuisine. Donc ce championnat de pâté en croûte a permis de redonner ses lettres de noblesse à la spécialité qui demande un grand savoir-faire, nous explique Gilles Demange, l'un des créateurs de ce concours. Avoir la croûte bien cuite, croustillante et avoir le cœur de son foie gras rosé au milieu, c'est extrêmement compliqué. Et soit le foie gras est trop cuit, soit la pâte est pas assez cuite. Mais réussir cette équation, c'est très compliqué. Avec une gelée dessus où on n'a pas rajouté des produits un peu de ce qu'on appelle de la colle, vous savez, c'est de la gélatine pour la tenir, c'est incroyable. Mais c'est 12 heures, 14 heures de travail pour le pâté. On va pas faire un bon moment avec sa tranche de pâté. C'est une tranche, donc c'est aussi un bon moment, c'est un produit de partage. Enfin voilà, on adore ça. Des propos recueillis sur Sud Radio par Amélie Béguin. Le résultat du championnat du monde de pâté en croûte devrait être connu ce soir. D'ailleurs, on peut dire pâté croûte ou pâté en croûte comme vous voulez, mais selon nos informations, dans les cuisines de certains restos, on utilise un sigle pour aller plus vite. On voit un PEC sur la table 9, PEC, PEC, comme pâté en croûte. Voilà, vous savez tout. Un PEC. Qu'est-ce qu'il est fort, un PEC. Elle a mis un PEC. Ah, elle est forte, cette Cécile. Ce dictateur est extraordinaire. Oh, grand Mélibus. Oh, soleil de nos nuits. Oh, soleil somptueux. Oh, majesté impériale. Françoise au barbaresque. Ah, mince. Belle référence. Merci, des grandeurs. Félix, Mathieu. Je tiens donc à signaler que bien que le Danemark, la Suède, le Canada, le Japon, la Belgique et Monaco soient en lice, il faudrait que ça reste français. Voilà ce que et ça va porter demain, ma chère Féfé. Ça va, mais quelle cocardise. Pourquoi est-ce que vous êtes cocardière comme ça? Et le vainqueur sera reçu dimanche dans Ferniaud fait son marché par Vincent Ferniaud. Ah ben voilà. Grand Ferniaud, il est toujours dans les bons coups. Les amis, 2 kilos de pâté. l'Assemblée nationale nous attend. Puisque ce retour à l'Assemblée nationale où Michel Barnier donc a engagé la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la sécurité sociale, comme promis, le Rassemblement national va donc voter cette motion de censure. Alors parlons vrai, est-ce que stratégiquement Marine Le Pen a fait le bon choix? Ne risque-t-elle pas qu'on l'accuse d'avoir plongé le pays dans le chaos? Et à cette question, le RN a-t-il raison de voter la motion de censure de la gauche pour renverser le gouvernement Barnier? Vous dites ouais, 88%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Patrick Vignal est avec nous, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonsoir Patrick Vignal, merci d'être avec nous. Est-ce que le second mandat de Emmanuel Macron est terminé? Écoutez, je pense que le second mandat n'est pas terminé. Le vrai débat, c'est
la présence de la classe politique. On voit bien qu'on a 3 blocs en fait qui ne veulent pas s'entendre. On voit bien que la culture du compromis n'existe pas en France. Chacun est sur son petit cheval et on n'a plus d'électeurs. On a des clients et je pense que Michel Barnier s'est trompé parce qu'il ne peut pas dire à Laurent Wauquiez tu vas au TF1, je te donne les retraites, dire à Gabriel Attal, je te donne les entreprises. On va en parler. C'est tout ça qui ne va pas. Patrick Vignal, ne bougez pas, on va en parler dans quelques instants. Le numéro de téléphone, vous le connaissez maintenant, 0826 300 300, vous attend et on est ravis de vous retrouver jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, nous étions en train de parler dans les vraies voix de raclette. Alors je ne sais pas si vous faites beaucoup de raclette. Hein, appelez-nous, dites-nous si vous aimez les raclettes. Il faudrait qu'on se fasse une raclette géante un jour. Ah oui, c'est bien ça. Je dis que les vraies voix, c'est vraiment une bande de fondue. Oh, joli. Oh, c'est beau. Raclette a détrôné la fondue. Avec un nombre de patates, je me dis. Là, on va nous prendre pour des jambons. Hein. C'est mieux que de passer par un cornichon. De mauvais cornichons. Oh non, bon, c'est bon. C'est bon. Stop, on arrête là. Sinon, je vous mets au 49.3, les amis. Allez, avec nous aujourd'hui, on plaisante, mais c'est pas drôle. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Jean Dorédo. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le grand débat du jour. Elle glisse sur nos noms. C'est incroyable. Elle fait vraiment. Comme Philippe Bilger, elle marque un temps d'arrêt. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. C'est un procédé particulièrement fourbe. On a dit beaucoup de mal du 49.3. On va s'apercevoir dans les mois qui viennent que le 49.3, c'est vital en Ve République, quand on n'a pas de majorité. Aujourd'hui, on doit répondre à ce qui nous est demandé par le pays, à savoir censurer ce gouvernement. Et il y a presque une heure, Michel Barnier donc a engagé la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la sécurité sociale. Le Rassemblement national annonce la motion de censure qu'il va voter avec la gauche. Si ça se confirme, le gouvernement Barnier devrait être renversé en cas de majorité. Et je rappelle que c'est 289 voix. Alors parlons vrai. Est-ce que le RN a raté le coche pour renforcer sa crédibilité comme éventuel parti de gouvernement en votant cette censure? Est-on désormais dans une crise politique? Et à cette question, le RN a-t-il raison de voter la motion de censure de la gauche pour renverser le gouvernement Barnier? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Les vraies voix attendent vos appels sans aucune censure au 0826 300 300. Et Patrick Vignal est avec nous, ancien député Renaissance de l'Hérault. Merci Patrick Vignal d'être avec nous. Philippe Bilger. Je vais écouter notre ami Patrick Vignal avec encore plus d'intérêt et d'amitié que d'habitude parce que j'ai vu comme il a été cité dans l'excellent article du Monde auquel Françoise Degois a fait référence tout à l'heure, qui décrivait le lent crépuscule d'Emmanuel Macron, un article très remarquable. Mais plus sérieusement, deux observations. D'abord, je suis étonné que... à mon avis, par l'étrange tactique de Michel Barnier, à partir du moment où il donne l'impression depuis quelques jours de céder presque totalement au Rassemblement national qui apparaît comme une sorte de bourreau un peu sadique qui accepte d'aller jusque-là, mais qui souhaite encore davantage de concessions, je ne parviens pas à comprendre pourquoi il n'a pas mis en œuvre ce processus de rapprochement beaucoup plus tôt. Deuxième élément, je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait penser que la démission d'Emmanuel Macron était une chose inconcevable, contrairement, mon cher Jean, à ce que vous avez dit. Je crois que la Ve République sauve en réalité le pouvoir actuel au lieu de l'accabler. Et donc on peut se demander maintenant si Emmanuel Macron n'est pas menacé immédiatement par ce qui s'est passé, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, puisque Françoise nous le dit, souhaitent une présidentielle anticipée. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon parce que c'est l'élection de sa vie, et il ne fait que ça, il ne vit que pour ça. Marine Le Pen parce que c'est l'élection qui peut lui sauver la vie, parce que le couperet va tomber en mars, et donc il ne faut pas se tromper. Je le redis, Marine Le Pen n'a rien, c'est pas le problème du budget pour Marine Le Pen, c'est le problème de la présidentielle anticipée. Il faut absolument
absolument la décrocher. Moi, je ne crois pas que Emmanuel Macron soit en danger de démission. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix. S'il part sur la droite, et on a bien vu Bruno Retailleau à l'instant qui vient de critiquer terriblement Marine Le Pen, donc Bruno Retailleau a compris qu'il n'irait jamais à Matignon. C'était une solution qui était envisagée depuis 2 jours. Et comme l'Élysée a compris que Marine Le Pen chasse le gros gibier Macron, eh bien, Retailleau, ça sera censuré, évidemment. Tout ce qui va arriver sera censuré, censure sur censure, pour obliger le président de la République à démissionner, qui est lui-même très protégé par la Constitution. Donc ça veut dire que la solution, c'est s'orienter centre-gauche, centre-droit. C'est-à-dire, ce qui était impossible en juillet, évidemment, est quasiment dans l'obligation d'advenir, sinon, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, alliance PS, PC, une partie des Verts, il n'y aura jamais LFI dedans, Bayrou et une partie des macronistes de gauche. Je pense que c'est ça qui est en train de se construire en réalité. Et ça se construit depuis pas mal de temps, en fait. Alors, pour être tout à fait clair, bien sûr que la Ve République a des institutions ultra solides, Dieu merci. Évidemment que le président n'est pas du tout en danger, ça c'est sûr et certain. Pour autant, c'est quand même ahurissant de voir à quel point aujourd'hui, la France est dans l'incapacité complète de voir émerger une force de gouvernement en capacité justement de voter un budget, d'assurer précisément les 2 pouvoirs indépendants, législatif et exécutif. Et là, on est vraiment dans une espèce de bug du régime. J'entends Françoise de Gaulle qui évoque une possibilité de prochain gouvernement avec des communistes. Enfin, je veux dire, c'est quand même, faut quand même rappeler que à part la Corée du Nord, mais c'est plus les bolcheviks, les communistes. Il n'y a plus de parti communiste. Même en Italie, où ils étaient très forts, il n'y a plus de parti communiste. Ils ont changé de nom. Mais non, mais voilà. Vous voyez le communisme. On empêche les personnes et on les traite en plus de noms d'oiseaux. Tu te rends compte comment tu parles, toi, de la gauche? Mais tu parles de la gauche. C'était délirant comment tu parles de la gauche. Tu penses vraiment que les bolcheviks sont de retour? Non, mais tu crois que les bolcheviks sont de retour? Françoise de Gaulle, ne vous en déplaise. Vous venez d'évoquer la possibilité d'un gouvernement en France avec des communistes. Et alors, il y en a eu pendant des années avec François Mitterrand. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas ce que la France a fait de mieux. Je reprends votre verbe. Donnez-moi. C'est quand même impossible. Je ne peux pas parler. J'ai pas le droit de parler. Non, mais Françoise de Gaulle, c'est possible de parler. S'il vous plaît. Françoise, pardon. Je reprends votre verbatim. Vous venez d'évoquer la possibilité d'un gouvernement en France avec des communistes. Et c'est quand même ahurissant de voir précisément comment la France peut en arriver à une telle extrémité absolument lunaire. C'est lunaire d'envisager des communistes au gouvernement en France en 2024. On en parle de toute façon à 18h30. On en parle là. Allez tout de suite avec Patrick Vignac. La seule fois qu'un gouvernement a été censuré, c'était en 62. L'Assemblée avait été dissoute par le général de Gaulle. Aujourd'hui, Macron ne peut plus le faire. Que lui reste-t-il ? Écoutez, moi je vais vous dire, en fait, on assiste à une décomposition de la parole du politique. Dans mon camp, les gens qui disent ce soir, ça va être une crise, la carte vitale ne marchera plus, ça fonctionne pas. Le vrai débat qu'on a, c'est comment on traite le Rassemblement national et ses 11 millions de voix. En 2012, quand j'étais élu, il y avait 6 parlementaires. En 2017, 89. Aujourd'hui, 144. Je pense que la méthode de Michel Barnier ne correspondait pas à l'évolution. Le vrai débat, il faudrait qu'on soit comme en Allemagne. Pas de motion de censure si on n'est pas capable de faire une majorité. Et Françoise, elle a raison. Comment on va s'en sortir de tout cela? Est-ce qu'il faut virer tous les parlementaires parce qu'ils sont incapables d'avoir des compromis et leur objectif, c'est d'avoir des clients parce qu'on les a mis devant là. Quand vous dites à Laurent Wauquiez, va vendre les retraités aux 20h, Marine dit, c'est moi qui ai vendu l'électricité. Nous, on dit, c'est nous. Mais c'est plus possible de fonctionner comme ça. Et vous savez, paradoxalement, ce soir, c'est peut-être la clé, c'est Emmanuel Macron qui doit l'avoir. Est-ce qu'il serait capable de changer de peau? C'est un peu ce que je me suis permis de donner, des SMS qui normalement sont privés, pour dire que quand même le président doutait, que le président il n'est pas présenté que par une intelligence artificielle. Et je pense que le vrai débat, est-ce que Emmanuel Macron est capable de sortir les 6 grands postes de l'État et de faire venir tous les groupes parlementaires, les collectivités à qui on va demander de réduire leur déficit, les
syndicats et vous, la presse nationale. Et là, on verra ce que seront capables de dire les partis politiques. Mais pour trouver 60 milliards, si vous ne faites pas... si l'Élysée ne baisse pas son budget, si les assemblées ne baissent pas leur budget, je dis quoi, moi, ma mamie de Lunel, que son médicament, il faudra qu'elle participe. Il faut donner des symboles politiques. Aujourd'hui, je suis très déçu parce qu'on a une majorité de partis politiques qui n'en ont rien à faire des Français. Ils sont tournés vers 2027 et peut-être cette crise ce soir va réveiller les consciences et on va voir des gens responsables. Allez, Philippe et après Baptiste. Patrick, est-ce que vous ne croyez pas que le nouveau Emmanuel Macron que vous semblez souhaiter pour qu'il mette en œuvre une politique fondamentale au moins sur 5 à 6 sujets est assez utopique dans la mesure où il ne va sans doute être préoccupé que par la volonté de démontrer qu'il est encore nécessaire jusqu'en 2027. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ça le souci? Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Mais Philippe, vous avez raison dans le constat, mais il faut qu'il change de peau. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire demain? Il va renommer Barnier, il va nommer Retailleau, ça peut pas marcher. Il faut qu'il nomme une coalition qui part des communistes jusqu'au LR. Il faut que chacun fende l'armure. Il faut que Laurent Wauquiez se dise pas, je prends des parts de marché pour 2027. Pareil pour Gabriel Attal, pareil pour Marine Tondelier. Il y a plus de candidats au présidentiel que d'électeurs, ça continue. Oui. Patrick, voilà pourquoi ça marche pas. Patrick, moi vous savez très bien qu'on est dans les entrailles du Parlement et vous savez très bien que cette coalition, elle est déjà presque en cours de construction. Vous savez très bien que même comme quelqu'un de Laurent Wauquiez ne le dit pas en in mais en off, il dit qu'il est quasiment prêt aussi à ça en mettant des desiderata sur les personnalités. Donc tout le monde a bien compris à un moment donné qu'il va falloir élargir. Voilà. Donc moi je suis pas du tout inquiète de ce qui est en train de se passer, pas du tout. Baptiste. Bon, Baptiste, vous vouliez réagir? Oui, bah écoutez, moi je trouve ça fantastique de discourir sur est-ce qu'on vit une crise politique. Bah oui, on vit une crise politique et j'ai envie de dire, est-ce qu'on pouvait pas s'y attendre? À partir du moment où on provoque des élections législatives anticipées, que le résultat des élections fait que on a la gauche qui arrive en tête, suivi par le Rassemblement national, puis par Emmanuel Macron, puis par les LR, et au final, on confie la constitution du gouvernement à la force politique arrivée 3e, qui pioche dans le rang de la force politique arrivée 4e. Mais sans déconner, si vous n'avez pas vu arriver la crise politique, ouvrez un stand de crêpes, faites autre chose, c'était cousu de fil blanc cette histoire quand même. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu des accords d'appareil, peut-être que ce serait pas le cas. Non, mais c'est pas le problème d'accord d'appareil, c'est que moi, Baptiste a raison, tout a été fait à l'envers, mais à la limite, c'est pas plus mal. C'est complètement délirant, mais à la limite, c'est mieux pour la gauche. C'est mieux pour la gauche. Laissez parler. Pardon, Patrick, j'avais pas compris. Moi, je voudrais répondre à Baptiste. Baptiste, on est clair. C'était une connerie de faire cette dissolution. Dans la temporalité, il fallait la faire plus tard. Vous savez, moi, j'aime bien voir la bouteille à moitié pleine et pas vide. La 5e République, ça marche pas. Un président, il préside, un gouvernement, il gouverne. Donc aujourd'hui, on est acculé au fond du couloir. Est-ce que le président n'aurait pas se dire maintenant, je dois changer de méthode, je dois réfléchir autrement, je dois partager le pouvoir, je dois interroger les Français, et ça va marcher. Parce qu'il faut faire cette révolution politique, sinon on va continuer jusqu'en 2027 et vous changerez de gouvernement au gré des partis politiques et de leur humeur. Oui, dans la vérité sort de la bouche des auditeurs. Je remercie à nouveau Baptiste, c'est quand même un truc complètement fou. On a quand même un président qui a été réélu. Dans la foulée, les législatives, il n'obtient pas la force qui le représente n'obtient pas de majorité, ce qui est quand même déjà complètement rarissime depuis que le quinquennat a été mis en place. Une seule fois. Et on oublie de rappeler la claque monumentale que prend la force politique incarnée par le président Macron aux élections européennes. C'est quand même, c'est précisément de cette élection-là que découle cette dissolution complètement absconque en réalité. Et c'est un fait, je rejoins Baptiste, c'est quand même... Qu'il regrette peut-être un peu aujourd'hui d'ailleurs. Mais écoutez, l'histoire ne le dit pas, parce que ce monsieur, c'est un mystère, si vous voulez, même pour un psychologue, aller comprendre comment il fonctionne, ça vraiment, c'est absolument vertigineux.
vertigineux. Simplement, c'est vrai que ça met en colère parce que la situation de la France est quand même critique. Un budget, c'est absolument nécessaire et c'est quand même terrible de voir qu'on est dans l'antichambre de se contenter d'un truc qui est ni fait ni à faire finalement parce que fait dans l'urgence. Le mot de la fin avec Patrick Vignal. Patrick. Écoutez, Emmanuel Macron ne sera plus le président en 2027. On va arrêter de pérorer sur Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse du président de la République, c'est qu'il change la façon de gouverner, qu'il change la façon d'avoir de la relation avec les collectivités, les syndicats. On l'a perdu. On l'a perdu. Voilà. Et les Français, arrêtons de Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, il sera lâche qu'en 2027. Préparons l'avenir. L'avenir, c'est sur les 20 ans qui arrivent. Donc, une nouvelle constitution, un autre débat à l'Assemblée, et ça fonctionnera. Arrêtons de pleurer. Remettons-nous debout. Merci beaucoup, Patrick Vignal, d'avoir été avec nous. On regrette que vous ne soyez pas avec nous en studio, bien entendu, parce que vous aurez fait participer au Qui c'est qui l'a dit. Vous auriez gagné face à Philippe Bilger, parce qu'il n'y a que lui qui peut gagner, on est d'accord. D'ailleurs, vous étiez absent la semaine dernière, il n'a pas existé. On se demande bien. Je constate que comme vous n'êtes pas là, il y a mais quel hasard. Il est en berne, voilà, ça va. Il est en berne quand vous n'êtes pas là. C'est ça. Non, c'est que vous n'êtes pas là pour l'aider à tricher. Non, mais c'est tout. Patrick Vignal, je demande votre arbitrage immédiatement. Merci Patrick Vignal. Philippe, je viendrai manger une raclette pour réconcilier Françoise et son voisin. Avec plaisir. Une raclette républicaine avec un copain, avec Fabien Roussel. Très bien. Avec plaisir. On fera un barbecue. Baptiste, vous restez avec nous, bien entendu, et on espère que vous allez gagner. Dans un instant, ce sera le Qui c'est qui l'a dit. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec le retour de Cécile de Ménibus que nous attendions. Enfin. Philippe Bilger. Bravo Cécile. Philippe Bilger qui va peut-être renouer avec la victoire au Qui c'est qui l'a dit. On ne sait pas pourquoi. Elle est là. Françoise Devoix et Jean Dorido. Mais je suis une inspiration pour Philippe Bilger. Non, alors j'ai chronométré. Il y a eu très exactement 14 secondes de présentation de Philippe Bilger et nous avons 3 secondes plus 2, nous avons 6 secondes pour François. 3 plus 2, ça fait 6. Non, plus une parce qu'il y a une demi-seconde. Donc ça fait 6 secondes pour Dorido et Devoix. Non mais révolte-toi un peu, Jean Dorido. C'est l'avantage de la permanence. Ouais, c'est ça. Baptiste. C'est la gruge, oui. Qu'on aime beaucoup, Baptiste. Vous m'écoutez, c'est à vous de lancer le jingle. Bien sûr, jouons tout de suite au jeu qui permet à Philippe Bilger de conserver l'illusion qu'il a gardé la mémoire et les réflexes de ses enfants. J'ai un ami là. Baptiste avec nous. La méchanceté. Ah, j'adore ce Baptiste. En plus, il est de gauche, c'est super. Oui, mais bien. C'est pas si net. C'est pas si net. Mais vous dites n'importe quoi. Laissez-lui sa liberté. Vous n'êtes pas de gauche, Il est Baptiste. suffisamment grand pour. Je croyais que vous l'étiez. Pas de droite en tout cas. Ah voilà, vous n'êtes pas avec les réacs autour de la table. Non mais Baptiste, parce que vous savez pas ce qui est bon. Allez. Question, qui c'est qui l'a dit, Baptiste? Écoutez, pour 2 points. Oui. Prétendre que le Rassemblement national détient les clés d'une éventuelle censure est une vue de l'esprit. Ah oui, ça c'est... Qui a pu dire ça? C'est pas Barnier? Non. Bonne réponse, Maud Bréjon. La porte-parole du gouvernement. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Baptiste? Si on avait un gouvernement de gauche, on aurait un gouvernement de taxeurs fous. Ça doit être un bon démocrate qui a dit ça. C'est pas Macron, c'est pas Ciotti, non. Retailleau? Non. Non. Marlex? Non. Wauquiez? Non. Les taxeurs fous? Armand? Non, c'est pas ce parti. C'est pas LR. Bardella? Non. C'est Chenu? Tanguy? Non. Laurent Jacobelli. C'était Laurent Jacobelli. 2 points. Question, qui c'est qui l'a dit? Marine Le Pen est un Machiavel au petit pied qui joue avec l'argent des Français. Je l'ai entendu. Marine Le Pen, un Machiavel. Non, ne cherche pas. Il dit non, Jean Dorido, il cherche. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai entendu avant de venir. Roland Lescure, moi. Ouais, si, c'est Roland Lescure qui l'a dit, je l'ai entendu sur une chaîne concurrente et néanmoins ami. Non, il est en train de chercher. C'est pas vrai, regarde, c'est grisé. C'est pas affiché, c'est bon, il l'a retrouvé. Ouais, je vous assure. Attendez, Baptiste, vous avez dit quoi?
Je dis à Françoise, on se calme, je suis de gauche, je ne triche pas. Ah mais non, mais c'est pas à toi que je dis ça, Baptiste, c'est Jean Dorido qui triche. Non, Dorido est en train de consulter son portable sous nos yeux. On ne tutoie pas l'auditeur, François. Ah pardon, excusez-moi, mais vous savez, à gauche, on peut, ses camarades Baptiste. On ne critique pas Dorido qui est anti-communiste. Qui l'a dit à 2 points, les amis? J'assume. Personne n'aurait l'idée saugrenue de nommer Monsieur Boyard, ancien dealer ministre de l'Intérieur. C'est chiant, Bonne réponse. Sébastien Chenu, 2 points. Et on est à combien là? Et c'est fini, vous parlez trop en fait. Eh bien écoutez, ça fait 3 points pour Jean Dorido, 2 points pour Françoise Degois, 2 points pour Baptiste. Et Philippe Bilger n'a pas retrouvé le niveau malgré votre retour. J'ai voulu démontrer à quel point quand je gagnais, c'était limpide. Voilà, c'est ça. Et surtout que quand je suis là, il gagne pas tout le temps. Voilà. Hein. Baptiste, vous êtes content? Je suis très content. Bon, écoutez, vous pouvez faire des petits sauts de joie. Ouais. Parce que en fait, on partage tout à gauche. Donc 2 plus 2 égale 4. En réalité, c'est la team de gauche qui a gagné ce soir. Eh ben oui, Baptiste et moi, c'est pas... C'est le NFP du c'est le nouveau Front Populaire. C'est qui l'a dit? On partage tout à gauche, ça fait rêver. Ouais, c'est ça. Une citation strauss-kahnienne. Oui, dans mes pensées, mon cher Philippe. Baptiste, vous n'êtes pas très loin de chez nous parfois. Ce serait le moment de venir dans le studio. C'est nous voir, Baptiste. Moi, je répondrai à votre invitation, les amis, bien sûr. Eh ben, vous savez, vous connaissez le principe. On est là tous les jours de 17h à 20h. Vous pouvez pas nous rater quand même. Je viendrai vous voir. Ah bah oui, merci. En plus c'est le meilleur lancement du qui c'est qui l'a dit cette saison. Et faites attention, il faut tourner 2 fois à droite. Je suis désolée de vous le dire. Il y a un jour où François n'est pas là. Il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche et pas dans celle d'un autre. Baptiste, on vous embrasse. Vous le savoir, merci 1000 fois. Dans un instant, le journal, la météo de Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. J'ai parlé de sexe dans mon coup de gueule vendredi, je vais reparler de sexe aujourd'hui. Eh ben tant mieux. Ça promet. Eh ben pour une fois qu'on va en parler, sans le faire. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix. Vous avez remarqué comme c'est calme? Ah oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ce soit si calme? Je crois que c'est parce que Françoise Degois n'est pas là. Ah, voilà, c'est ça. C'est calme. Attendez, un petit peu de silence. Oh, c'est bon. Ce silence, vous êtes offert par Françoise Degois. Françoise, vous avez intérêt à revenir assez vite parce qu'on peut faire 1 heure comme ça, si vous voulez. Tiens, la voilà. C'était beau, The Sound of Silence. Bon, on va lui faire une ovation parce qu'elle rentre dans le studio. Françoise Degois. Bravo. Il y a 2 minutes. Françoise Degois. Sous vos applaudissements. Françoise, vous avez vu l'heure ou pas? Oui. Dans les c'était notre directeur. Excusez-moi, c'est votre directeur qui m'a alpagué et je ne pouvais pas lui dire non, il m'a annoncé mon licenciement. Oui, c'est ça. Parce que vous l'avez traité d'imbécile peut-être? Ah, pas du tout. Non, lui non. J'ai bien pire pour lui. Tous les noms d'oiseaux sont dans le répertoire de Goisier. On tenait à vous en parler, Françoise. Oui, mais attention aux mots qui sont dits parfois. Allez. Ah oui, bien sûr. Et les autres, ils disent des mots gentils et fleuris, mais encore plus méchants. Jean Dorido, notamment. Oh, mais c'est incroyable. Je ne savais pas que c'était la Saint-Jean dans le calendrier de Françoise Degois, mais donc vous saurez, c'est le 2 décembre. Quoi qu'il arrive, pas d'insulte à ce micro. Quoi qu'il arrive. Que des bisous. Bisous power. Il y en a eu. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. En attendant, 0826 300 300 avec notre répondeur du jour. On l'écoute. Bonjour, je suis Denis. J'habite Saint-Maine de Péréol, Dordogne. Je suis dans un petit village. Moi, j'ai toujours voté LR, donc à droite. Mais là, j'aurais voté aussi la censure contre Michel Barnier. Parce qu'un gouvernement de droite qui arrive pour faire des augmentations d'impôts, je trouve ça mais minable. Qu'est-ce qu'on attend dans ce pays pour faire des économies? Ça doit être un gros mot pour les politiques, faire des économies. Voilà. Bonne journée à vous et puis à plus. Notre ami qui est de droite évoque un point de vue que j'ai beaucoup entendu et j'ai parfois eu du mal à défendre Michel Barnier qui se trouvait confronté à une situation difficile et qui a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire en fait assez mal.
Oui, parce qu'il n'est pas un roi du parlementarisme. On a vu aussi la limite de Michel Barnier. Michel Barnier, il a toujours négocié des grands traités internationaux avec des technos à Bruxelles. Et on a bien vu qu'il était très maladroit en réalité dans le jeu parlementaire. Il s'y est assez mal pris. Il a d'ailleurs été extrêmement absent, comme vous avez pu le constater, même physiquement. Et notre auditeur a raison. Ça a été dès le début, si vous voulez, il y a un péché originel, c'est que la droite et les impôts, ça va pas ensemble. Sauf que là où vous avez raison, Philippe, Michel Barnier ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Merci à Denis pour sa remarque. C'est intéressant que Denis remarque, lui qui a toujours voté LR, que la méthode de Michel Barnier n'est vraiment pas à droite. Oui. Eh ben, on va en parler dans quelques instants de cette, en tout cas, de situation politique. Mais avant ça, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, qui va nous dire que finalement. Je vais parler de sexe, oui, et je trouve que les Belges sont bien meilleurs que nous dans un domaine. C'est vite dit. Tant que vous parlez pas de du vôtre. Mais je ne suis tout va bien. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous avons autour de nous, pour les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David, des artisans éditorialistes. Oh, joli. C'est beau, non? C'est beau, l'artisanat. C'est beau. Parce que c'est un savoir-faire. Le travail manuel, bien sûr. Absolument. Bien sûr. Avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido et la personne certainement la plus importante de votre vie, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. C'est pas faux. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village dans lequel la fête de ce même village pourrait s'appeler le bal des faux culs. Pourquoi ? Parce que depuis hier, nos voisins belges voient s'appliquer une loi que je trouve excellente, puisqu'elle ouvre aux travailleuses et travailleurs du sexe tous les droits des autres travailleurs, accès à l'assurance maladie, droit au chômage, cotisation retraite, congés payés et congés maternité. Une loi qui s'applique dans un pays qui a décriminalisé la prostitution en 2022, contrairement à la France qui, 2011, pénalise les clients ayant recours à la prostitution. Une pénalisation qui n'a rien changé. Il suffit de regarder les camionnettes glauques dans le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes à Paris, du côté de Gerland à Lyon, ou les filles allant et venant le long du canal du Midi à Toulouse, pour comprendre que cette pénalisation n'a eu aucun effet. En pénalisant les clients de prostituées, la France a pris pour modèle la Suède, qui les a pénalisés dès 1999, mais qui ne semble pas trouver trop à redire quand des footballeurs viennent sur son sol privatiser des boîtes de nuit et dépenser des milliers d'euros avec des prostituées. En clair, une passe à 50 ou 100 euros pour un mari dont la femme ne veut plus faire l'amour ou un veuf, c'est scandaleux, mais pour un milliardaire avec des jeunes parfois mineurs, cela ne pose aucun problème. Le bal n'est faux cul n'existe donc pas qu'en France. Alors posons la question une bonne fois pour toutes. La prostitution a toujours existé et existera toujours. Alors pourquoi ne pas abroger la loi Marthe-Richard et ouvrir les maisons closes comme nos voisins belges, tout en offrant aux travailleuses et travailleurs du sexe des droits sociaux comme depuis hier outre-Quiévrin. Cela serait beaucoup moins glauque que ces pauvres filles exploitées par des mafias, qu'elles soient albanaises, ghanéennes ou nigérianes, qui ne bénéficient d'aucun droit et sont sous la coupe de proxénètes sans foi ni loi. Les dames patronesses de la morale condamneront ces propos, mais généralement, les donneurs de leçons de morale sont les moins qualifiés pour en donner. Waouh! Ouais. Quel talent! Oui. Alors, je ne discuterai pas la technique que vous avez développée. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est le terme travailleur du sexe. Enfin, il faut être sérieux. C'est une activité qui ne relève pas du prolétariat intime. Intime, si, quand même. Oui, mais j'ai du mal tout de même à l'idée qu'on assimile ce type d'activité aux métiers les plus ordinaires. Comme vous le disiez tout à l'heure, Cécile, les artisans du sexe, pourquoi pas? Je trouve ça un peu ridicule. Ouais, mais enfin, d'abord, c'est le plus vieux métier du monde. Oui. C'est un métier qui a aussi, mais ça, Jean le sait certainement, c'est un métier qui a une fonction sociale très importante, très forte, tellement puissante. Moi, j'adore. Alors, je vous félicite, Philippe, parce que je n'avais pas vu passer cette info. Et moi, vraiment, votre argumentaire, c'est assez rare pour le souligner. Je trouve qu'il est cohérent du début jusqu'à la fin. Il m'intéresse d'abord sur les droits, parce que, voilà, sur les droits sociaux pour tout le monde, je trouve ça génial. Et surtout, la comparaison que vous faites avec vraiment les Nigérianes exploitées, moi, ça me brise le cœur, hein, vraiment, mais ça me fait, j'ai envie de pleurer, quoi. Donc, la réalité, bravo les Belges, et bravo Philippe David, excellent édito, le meilleur de la saison pour moi. Je trouve, vraiment... Sans compter qu'elles n'ont pas qu'elles sont aussi battues, droguées, oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, pour aller dans le sens de Françoise et de Françoise Degois, notamment, c'est un fait,
je connais la dimension sociale de ce métier, et c'est important de rappeler que le caducée, qui est quand même l'emblème des professions de santé au sens large, c'est le symbole du dieu Hermès. Le dieu Hermès, qui, rappelons-le, est le dieu. Oui, c'est un sac pour vous, Cécile de Ménibus. C'est le dieu des sacs. Merci de le rappeler. Pour d'autres personnes, Hermès, c'est le dieu des commerçants, des voleurs, des voleurs et des prostituées. Bien sûr. C'est quand même travailler l'imaginaire. Et oui, c'est un fait qu'il y a une dimension. On parle très peu en France du travail sexuel pour les personnes handicapées. Vous avez des personnes qui souffrent de handicap, qui n'ont pas accès à la sensualité, et pour qui ça a une vraie dimension. Et là, pour le coup, c'est une vraie vocation pour les personnes en situation de handicap. C'est une vraie dimension réparatrice. Donc oui, bravo à nos cousins belges. Et en même temps, vous l'avez rappelé tous, le problème, même à l'époque de Marthe Richard, le problème, ça n'est pas la prostitution, qui n'a jamais été criminalisée en France. La prostitution est autorisée. C'est le proxénétisme qui est interdit, et effectivement, et l'usage pour le client depuis Madame Najat Vallaud-Belkacem. Simplement, le problème, c'est le proxénétisme, c'est le trafic d'êtres humains. Et je ne sais pas comment ça se passe dans les lieux justement qui pratiquent ce commerce en Belgique. C'est aussi le cas en Allemagne, en Espagne. En fait, c'est le cas partout, sauf en France en réalité, parce que c'est vraiment le problème, c'est le trafic d'êtres humains, la prostitution, on est entièrement d'accord. Et les mauvais traitements, la misère que ça engendre. Il n'y a pas de prostitution sans proxénétisme. Je vous rappelle que ça permettrait à des parcs, à des forêts entières de retrouver leur singularité. Ça, c'est un fait que je cours dans le Bois de Boulogne, parce que ça devient aussi dangereux et que c'est c'est quand même une population particulière. Quand il commence à faire nuit, franchement, il y en a. Merci Philippe David pour ce sujet important. Tout de suite, c'est Félix Mathieu qui revient avec l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et des syndicats de Stellantis se réjouissent au lendemain de cette annonce qui secoue le monde de l'automobile, la démission de Carlos Tavares. Oui, Stellantis, cette alliance qui comporte notamment les marques françaises de l'ancien groupe PSA, Peugeot et Citroën, mais aussi Fiat, Chrysler, Opel, Jeep et Lancia. Hier soir, donc, le conseil d'administration a effectivement annoncé accepter à l'unanimité cette démission avec effet immédiat du directeur général. Démission pour divergence de point de vue entre le dirigeant et son conseil d'administration, notamment sur la possibilité d'englober de nouvelles marques automobiles. Aux États-Unis, le directeur du puissant syndicat United Auto Workers salue, je cite, avec cette démission, un pas important dans la bonne direction pour une entreprise qui a été mal dirigée et une main-d'œuvre maltraitée. Et le syndicaliste américain ajoute, Monsieur Tavares laisse derrière lui un chaos fait de douloureux licenciements, de véhicules trop chers abandonnés sur les parkings des concessions. Carlos Tavares n'est pas à plaindre, estime de son côté la CGT en France, la CGT Stellantis, selon laquelle aucun travailleur ne va regretter un dirigeant qui a massacré l'emploi et détruit des milliers de familles. Les CGT redoutent de le voir, le dirigeant, partir avec une somme exorbitante de 50 à 100 millions. Quoi ? De parachute ? C'est ce que dit redouter la CGT. Alors, une fois qu'on a dit ça, cela dit, Carlos Tavares, qui se fait débarquer, ça fait pas l'unanimité syndicale non plus. Force ouvrière s'inquiète. La section FO de Stellantis nous dit qu'elle condamne une décision précipitée qui fragilise l'ensemble de l'entreprise et ses milliers de salariés. Stellantis, véritable paquebot industriel, a plus que jamais besoin d'un capitaine solide et visionnaire pour naviguer dans cette tempête économique et stratégique, réagit FO. Même refrain à peu près de la CFDT qui s'interroge, qui estime que le dirigeant avait des défauts, des qualités, mais que c'était un industriel. Il a orienté, dit la CFDT, l'entreprise vers l'électrique. Quelle sera la vision de son remplaçant ? C'est le gros point d'interrogation pour la CFDT. Notez la réaction de l'État français aussi, plus mesurée que les syndicats qui se réjouissent. L'État français, actionnaire de Stellantis, qui salue le bilan de Tavares dans un communiqué. Il avait obtenu des résultats, dit la France, des résultats records après cette méga fusion de toutes ces marques, même si ça avait un peu calé cette année. D'ailleurs, la réaction du gouvernement italien est beaucoup plus négative sur le bilan de Tavares, puisque le gouvernement italien se souvient surtout des délocalisations vers les pays à bas coût. Pardon, il a orienté l'entreprise vers l'électrique, mais il n'avait pas le choix, comme tous les autres. Ce qui est fascinant, c'est la base de toutes les grandes histoires, un triomphe et une chute. Moi, je livre à votre réflexion en une seconde. C'est incroyable ce que l'industrie automobile génère, si vous voulez, de PDG très particuliers. Je pense à Carlos Ghosn, je pense à Tavares, je pense à Gianni Agnelli, qui est le fondateur de Fiat. Il y a quelque chose. Je pense à Ford. Non, mais c'est en tout cas le
qui a été le grand patron. Je pense également à John Ford, à Ford par exemple. Henry Ford, pardon. John Ford, c'est le réalisateur. Mais vous voyez ce que ça génère une race particulière, je trouve, d'entrepreneurs et Citroën. Sauf qu'André Citroën, je vous rappelle qu'il a fait énormément de choses dans sa vie, notamment la croisière jaune, qui était carrément exceptionnelle. Non, mais c'est intéressant sur le travail des femmes, je rappelle. Oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Je parlais de lui en bien d'André Citroën. Non, mais je parle pas de malhonnêteté. Je parle de puissance de tempérament. Ce n'est pas le même genre de patron entre André Citroën ou Ford. Ce ne sont pas du tout les mêmes personnes que Carlos Tavares. Ne mélangeons pas. Non, mais vous voyez quand même Ghosn, Tavares, il y a quelque chose en fait. Ils sont dans la dureté, ce qui ne sont pas le cas des autres. Je suis d'accord. Non, ça rappelle simplement à quel point l'industrie automobile, c'est une industrie très particulière qui nécessite effectivement des personnages particuliers, et c'est une industrie qui est dure. Vous parlez de Monsieur Ford, et c'est un fait que la déshumanisation, paradoxalement, du travail industriel passe par l'automobile, passe par Monsieur Taylor, passe par cette espèce de rationalisation du travail. On parlait d'artisanat tout à l'heure, et c'est l'inverse de l'artisanat. Donc d'un côté, on a des autos qui sont à la portée du plus grand nombre, donc c'est formidable, et en même temps, on a des usines et des traitements qui sont assez inhumains, et c'est toute la complexité de l'industrie. Merci Félix, Mathieu, en tout cas, on vous l'avait promis. Vous savez qu'il y a Bah oui. Vous avez vu des flocons la semaine dernière? On les avait vus, donc qui dit flocon dit sapin de Noël, c'est sûr. Et qui dit sapin de Noël c'est le de Sud Radio, mon petit. Et c'est maintenant, puisque c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous allez peut-être gagner votre tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, la BD unique de Mac Horn, l'aventure de l'impossible, vous le connaissez, chez Albin Lafont, chez Michel Lafont, pardon, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du sapin de Noël Sud Radio. Vous, pour gagner, c'est simple, c'est le 0826 300 300, et on va... Donnez-moi un chiffre, Philippe Bilger. Évidemment. Ok. Françoise de Gois, d'accord, on va voir. 3. Non, j'ai pas dit entre machin, j'ai dit entre 10 et 30e appel. 22. 23. Bon, prenez le 23. Allez, 25. Allez, 22 ou 23. 23. Allez, 23e appel au standard. 0826 300 pour une tablette offerte par la Confédération des buralistes. La BD unique de Mac Horn, l'aventurier du possible, chez Michel Lafont. Et on vous prend tout à l'heure dans un instant. Allez, bonne chance à toutes, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. J'espère que c'est un rituel chez vous. En tout cas, on est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise de Gois, Jean de Rideau et avec Philippe David jusqu'à 19h. Et qu'est-ce qu'on disait? On se disait que ça serait bien de faire un tour de table de l'actu des vraies voix. On se disait, au cas où. Ah bah ça tombe bien, c'est le moment. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler des confidences de Brigitte Macron à Ariel Dombal. Absolument. J'ai déjà fait référence tout à l'heure au très bon article du Monde écrit par Solène de Royer et Claire Gatinois. Et dans cet article qui analyse le lent crépuscule d'Emmanuel Macron, est citée une phrase que Brigitte Macron a dite à Ariel Dombal. Elle a dit « Les Français ne le méritent pas ». Eh bien, au-delà de l'amour conjugal qui, finalement, peut excuser beaucoup d'inepties politiques, je trouve que cette phrase est tout de même très bête, parce que une femme intelligente comme elle l'est, qui probablement trouve, et comme elle a raison, de grandes qualités à son mari, pourrait être tout de même consciente du fait que depuis 2017, cet être a suscité des espérances qui ont été détruites très largement, et notamment depuis sa réélection en 2022. Donc avec déférence, je trouve que Brigitte Macron, pour correspondre à un certain type d'épouse, a dit une ineptie.
Ce qui est sûr, c'est que si vous croisez Ariel Dombal, ne lui dites rien parce que ça, tout le monde le saura. C'est ça, dans le monde direct. Moi, je trouve que... Enfin, oui, je comprends votre analyse. Moi, je pense que ça ressort encore de cette histoire d'amour incroyable entre ces deux-là, en fait. C'est juste ça, le sujet. C'est-à-dire que elle considère qu'il est absolument génial, qu'il a toutes les qualités, et depuis toujours, c'est un prince charmant. On a souvent entendu Brigitte Macron parler d'Emmanuel Macron. Et voilà, et je pense qu'en plus de ça, en tant qu'épouse amoureuse, bien elle souffre de voir ça. Moi, j'ai le souvenir, vous savez, je connais bien l'autre côté, je connais très bien la famille de François Hollande, les enfants, etc. Je me souviens de l'état des enfants, de la souffrance des enfants, quand chaque fois qu'ils ouvraient un journal, ils voyaient une saloperie sur leur père, président de la République, une moquerie, etc. On ne réalise pas ce que ça fait sur les dommages collatéraux. Les dommages, et je pense que Brigitte Macron, elle est là-dedans, elle est à la rescousse de son amoureux. François, c'est d'autant plus paradoxal que Brigitte Macron, à plusieurs reprises, a une influence bienfaisante sur Emmanuel Macron. Non, je pense que c'est juste sentimental. Allez, je pense que c'est sentimental. Il me semble que c'est très différent. Il faut faire attention de ne pas confondre, bien sûr, la sévérité de certains journalistes, notamment sur les hommes politiques, qui peut blesser leurs proches, c'est un fait. Là, d'entendre Brigitte Macron, qui aurait dit à Ariel Dombal, les Français ne le méritent pas à propos de son époux, c'est quand même complètement hors sol. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous regardez les profils psychologiques des individus, il y a une catégorie qu'on appelle les travaillomanes, et le problème du travaillomane sous stress, c'est qu'il bascule dans, pardon, je veux dire une grossièreté, c'est tous des cons. Voilà. Quand les personnes remettent l'individu en question, critiquent éventuellement ses décisions, c'est tous des cons. Ils comprennent rien, ils ne méritent pas. Vous savez, donner de la confiture aux cochons. Et ça, quand même, c'est vraiment la démonstration de l'abysse, si vous voulez, de l'abîme abyssal justement qui existe aujourd'hui entre Madame Macron et les Français qui ne veulent plus de son époux. Ils le disent dans les urnes, ils ne cessent de le répéter. Et réagir comme ça en disant ils ne le méritent pas, c'est vraiment faire preuve de cécité politique. C'est amoureux, c'est un truc amoureux. On n'aura pas le temps pour tout le monde. Elle a passé l'âge des mais ça, c'est ridicule. N'importe quoi. Et puis c'est surtout complètement débile. Les deux. Allez. François est assez convaincant. C'est amoureux. Mais il n'y a pas que ça. Allez, on n'aura plus le temps pour les autres coups de... Mais je vais aller vite, moi, parce que je suis tellement énervé de Juan Branco, mais je peux y aller directement. L'avocat, j'en ai vraiment marre. Je pense que d'abord, on est dans une situation tellement abrasive, un état tellement traumatique de la société française, un état tellement presque pulvérisé de la carte politique. Juan Branco, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, Juan Branco, l'avocat proche de LFI, il tweet cet après-midi sur X une guillotine en cours de fabrication. Il a dit ce week-end. Hein. Et ce week-end, d'accord. Moi, je l'ai vu que cet après-midi, mon sang n'en fait qu'au tour, qui est installé dans un jardin. Et en gros, la légende, c'est elle arrive. Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous envoyez? On comprend pas, en fait. Qu'est-ce qu'il dit sur ce tweet? Il fait un tweet, il poste la photo de la guillotine en construction dans un jardin. Et il dit elle arrive, elles arrivent. Elles sont Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'on va tous guillotiner Macron, Barnier, Mélenchon? Non, mais c'est insupportable. Ce signal, il a 500 000 abonnés quand même, Juan Branco. C'est un vrai influenceur. Je trouve que ce signal est dégueulasse en fait. Voilà, ce signal de violence. Nous sommes dans un moment où il faut garder les nerfs solides. Vous voyez, et c'est ça, c'est pour ça que je suis en colère. C'est intolérable, même si ça concerne Mélenchon. Et bien sûr. Quoi qu'il ait, enfin Mélenchon, il est pas dans, il passera pas sous la guillotine au début. Ça peut inviter tous les gauchistes fans de Robespierre à peut-être mettre un peu de distance justement entre le passé historique de la France et l'actuelle République. Je suis d'accord absolument avec vous. Moi, je ne suis pas Léaumont qui n'arrête pas d'encenser Robespierre sur son compte Twitter. Oui, mais parce que c'est un genre qu'on se donne. Vous savez, à un moment donné, Manuel Valls a dit, à un moment donné, a dit, moi, c'est Clémenceau. Et Sarkozy s'est reconnu dans Georges Mandel. Tu vois, à chaque fois, il y a toujours un politique qui se croit obligé, si tu veux. On voit Ruffin qui essaie de nous expliquer qu'il est Camille Desmoulins, parce que Camille Desmoulins était un peu bègue, etc. Chacun essaie de s'identifier, c'est débile, en fait. Robespierre, c'est quand même... Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. On peut préférer Jean-Marc Thibault. C'est quand même une grande pièce de théâtre. Merci Philippe David. Robespierre et Jean-Marc Thibault, elle est très bonne. Elle est bien, elle est bien. Je me fais rire tout seul, pardon les amis. On se souvient du duo Robespierre et Jean-Marc Thibault. J'adore. Non mais c'est excellent. Il a raison. Et les costumes de Donald Cardwell. Oui, bien sûr. Et les
corps de Roger Hart. Que des bons souvenirs. Une bonne vanne en 10 ans. Bravo. Merci de souligner, Cécile. Ça, vraiment, avec des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Ah bah, ça je le dis, Vous notez, Jean Dorido, qu'elle fait des phrases longues, nous concernant, vous au moins, que pour nous casser. Ça, pour le coup. Il n'y a pas une. On a bien compris. Mais déjà, je vous adresse la parole. Estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux. La chance. La chance de ouf. Mon cher Jean Dorido, c'est non sans une certaine émotion. Vous allez nous évoquer avec du sérieux les dangers de la cigarette électronique. Mais écoutez, oui, c'est un papier qui est sorti il y a quelques jours dans le Figaro qui rapporte qu'une étude vient d'être menée sur des rats de laboratoire qui conclut à un danger particulier attaché à la vaporette lorsqu'elle est utilisée avec des liquides aromatisés aux fruits rouges. Ça entraînerait une baisse des défenses immunitaires des poumons, ça pourrait augmenter le risque d'infection respiratoire et en fait c'est l'occasion de rappeler à quel point la France aujourd'hui et la santé publique en France a une attitude très légère sur la cigarette électronique parce qu'il n'y a pas de recul sur ce produit. L'OMS a rappelé en juillet 2019 que la cigarette électronique est incontestablement nocive et il y a aujourd'hui et c'est interdit dans plein de pays, c'est interdit à Singapour, c'est interdit en Thaïlande, c'est interdit en Inde. Ils sont quand même 1,5 milliard d'habitants, c'est pas un petit pays et c'est interdit dans ces pays pour des raisons de santé publique. Et en France, il y a une espèce de flottement vis-à-vis de ce produit qui est très toxique, qui est aujourd'hui fabriqué, commercialisé par l'industrie du tabac et le grand public ne mesure pas à quel point nous sommes en train de revivre ce que nous avons vécu avec la cigarette dont nos grands-parents pensaient qu'elle était absolument sans danger. Et du coup, c'est important de rappeler à quel point respirer autre chose que de l'air, c'est forcément toxique. Et je suis étonné que vous ne parliez pas des pushs. Ah bah les puffs. Non mais les puffs. Non, les pushs. Il y a aussi les pushs maintenant. Les pushs, ce sont des petits sachets de nicotine. En Suède. C'est horrible. Vous mettez entre la gencive entre la gencive et les lèvres ou qui vous envoie de la nicotine. Et le problème qu'on ne voit pas, c'est qu'à l'école, vous pouvez l'avoir dans la poche et vous pouvez fumer le mettre pendant que vous êtes en cours. Puisque vous me branchez, Cécile de Ménibus, si vous voulez, en fin de compte, le problème, c'est que l'industrie du tabac fait un marketing de dingue pour vendre autre chose que du tabac brûlé traditionnel. Ça passe par le push, par la puff, par la vaporette et la France laisse faire. C'est-à-dire qu'on a... pardon, oui, la pouffe. Ouais, la pouffe, ça c'est autre chose. David en parlait tout à l'heure. Non, mais simplement, c'est un vrai problème de santé publique et on se prépare une épidémie effrayante. Et soyez gentils, ne ferez pas ça à Noël, ce serait pas très mal. Et vous savez, comme on a des bonnes nouvelles, bah oui. Écoutez, bien sûr. Bah oui, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, vous le savez, c'est le grand sapin Sud Radio. Bah c'est maintenant, c'est le moment pour vous peut-être d'ouvrir un cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et pour ça, on accueille la jolie Laure qui nous appelle des Landes. Laure, bonsoir. Bonsoir Laure. Bonsoir Cécile, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir, merci de me rappeler. Avec plaisir. Je suis étonnée que Philippe n'ait pas parlé des Landes et de la gastronomie. On peut en parler. Non, vous avez un cousin. Mais le pastis landais, c'est un des meilleurs gâteaux qui existent. Je vous enverrai un pastis landais. Fabuleux. Alors, vous avez donc été sélectionné, vous êtes le 23e appel au standard et on va découvrir votre cadeau. Merci. Écoutez bien alors, vous avez gagné votre carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de bijoux en boîte et de boîtes à montres jolies, pratiques et accessibles, des grands, des petits, en léopard, en moumoute, en velours. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets à retrouver sur maisonscarlett.fr. 200 € pour vous, pour des jolis cadeaux et des jolis bijoux. Eh bien super, écoutez, je vous remercie, je vais en faire profiter ma famille. Je vous remercie beaucoup. Ah bah non, vous allez les garder pour vous. J'y croyais pas du tout. Vous allez les garder pour vous. C'est bien. Vous allez les redistribuer les cadeaux? Je vais les distribuer. Allez, c'est mon grand cœur. C'est sympa. Vous faites quoi dans la vie, Laure? Je suis prof de PS. Le plus beau métier du monde. Vous êtes fidèle à Sud Radio et au Vrai Voix? Exactement, je vous écoute tous les jours en voiture en fait, parce que j'habite pas à côté de mon lieu de travail, donc je vous écoute tous les jours. Ah, ben c'est bien. Et vous êtes où dans les Landes? J'aime vraiment bien.
J'habite à Angres, à côté de Breton. Mais vous êtes de la police ou quoi? Ah ben non, mais à Breton, c'est très joli. Angers, c'est juste à côté, c'est très mignon. J'adore. Et je croyais que c'était dans les... On se réunit tous les étés à Cap-Breton avec ma famille. C'est magnifique, j'adore. La voix de Laure. Ah Ce oui, petit oui, côté vous cassé, avez raison. c'est très mignon. Précise, elle mériterait de faire de la radio. Vous mériteriez de faire de la radio. Merci, c'est gentil. C'est beau, j'adore cette voix. Vous avez des enfants, Laure? Oui, j'ai 2 enfants. Parce qu'on vous De 14 proposait et 10 d'adopter ans. Philippe David. Alors c'est bien, mais il mange beaucoup en fait. Il est très gentil. Surtout dans les Landes. Déjà le pastis landais au dessert, autant que vous voulez. Imagine les magrets. Quoi qu'il en soit, chère Laure, on vous fait des très gros bisous. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On espère que voilà, ces jolis cadeaux, vous nous enverrez une photo avec ces bijoux où que vous puissiez où vous avez envie de les mettre en tout cas. Mais on est ravis d'avoir joué avec vous. Merci 1000 fois, on vous embrasse. On revient dans un instant avec la suite des Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le temps passe vite avec vous, les Vraies Voix, Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. On est ravis de vous accueillir tous les jours. Vous savez que ce numéro de téléphone est le vôtre, le 0826 300 300. Vous avez envie de partager des petits moments ou en tout cas de débattre avec eux. Vous êtes les bienvenus. Tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Moi, j'appelle ce matin à ce que nous puissions constituer un front populaire avec des gens qui se respectent, des gens qui sont prêts aussi à faire fonctionner la démocratie en leur sein. Moi, ce à quoi j'appelle ce matin, c'est au rassemblement, à l'unité et à la clarté. Ce rassemblement, il doit se faire sur un programme qui est un programme clair, parce que c'est à ces conditions-là que nous serons en mesure de proposer une véritable alternative. La crise de 29, elle a débouché sur le nazisme en Allemagne, mais elle a débouché sur le Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Et la dirigeante écologiste et l'ex-candidate NFP à Matignon ont publié donc cette tribune commune dans l'Ouest-France plaidant pour une union des forces de gauche, une initiative qui intervient au lendemain de la main tendue de Jean-Luc Mélenchon. Récemment, François Hollande s'était montré assez sceptique, rejetant l'idée du gouvernement dirigé par Lucie Castet, mais également celle du ralliement derrière le leader de la France Insoumise. Alors parlons vrai, y a-t-il encore deux gauches irréconciliables pour citer Manuel Valls? La gauche peut-elle reconquérir les couches populaires? Et à cette question, qui incarne pour vous l'avenir de la gauche? Vous dites à 5% Lucie Castet et Marine Tondelier, à 3% François Hollande, à 16% Jean-Luc Mélenchon et à 76% une ou un autre. Qui est cet autre? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Philippe Bilger, Marine Tondelier et Lucie Castet qui ont insisté sur la nécessité de mettre de côté leurs égos pour une majorité parlementaire et remporter la présidentielle. Est-ce qu'on peut y croire? Mais quand j'ai lu cet appel hier et ça n'est pas parce que ce sont deux femmes que j'ai trouvé ça un peu ridicule. Marine Tondelier, elle a eu son heure de gloire il y a quelques mois. On la poussait médiatiquement et politiquement de manière parfaitement abusive. Quant à Lucie Castet, on sait tous à quel point elle s'est autopromue en espérant devenir Premier ministre alors qu'elle n'en aurait pas eu la capacité. Moi, je trouve qu'on est très dur une nouvelle fois avec François Hollande parce que je compte beaucoup sur lui, n'étant pas de gauche, entendons-nous, pour faire surgir de manière cohérente et structurée une famille véritablement social-démocrate, et il peut représenter un espoir sur ce plan. Françoise Degois. Non, pas du tout. Le temps de François Hollande est passé. Ça me chagrinerait presque parce que c'est quand même vraiment, ça a été mon président et j'ai travaillé pour lui, avec lui, mais je crois que c'est pas du tout ça le sujet. On peut pas commencer des négociations comme Jean-Luc Mélenchon en disant il faut une candidature unique derrière moi, parce que c'est quand même ça le sujet. Allez, on est tous unis derrière moi. Je pense que la proposition d'Olivier Faure est plus intelligente, c'est-à-dire on fait des primaires très larges et pourquoi pas également avec comme on a toujours fait des primaires. Je vous rappelle quand même que c'est des grands succès en fait des primaires. Ça promet. Écoutez, François Hollande, il est porté par la primaire. Non, j'entends Jean. François Hollande, il est porté par la primaire et il gagne. C'est très puissant en fait la primaire. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment une primaire, absolument, de toute la gauche. À droite, ça marche jamais. Non, ça marche pas. Mais si, ça a très bien marché pour Fillon. Qu'est-ce que vous racontez? C'est parce qu'il y a l'histoire des costumes, mais ça a super bien marché pour Fillon. Ça a été un triomphe.
Pour M. Hollande, il y a eu le Sofitel aussi. C'est important de le rappeler. Mais la primaire vraiment de François Hollande. Mais pourquoi sérieusement, Jean, est-ce que vous pourriez ne pas dire, si vous voulez, des choses qui n'existent pas? Le Sofitel, je vous parle du nombre de participants. 2011, c'était un triomphe de participation. Ça n'a rien à voir avec le Sofitel de DSK. Donc, ça veut dire que quand vous... C'est un peu grâce à ça que François Hollande est devenu président. Ça, c'est autre chose. Je vous parle du triomphe, du goût que les Français ont pour ces primaires-là. Ça a été des participations extraordinaires. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Une primaire de toute la gauche et on dégage un candidat et si possible, pas Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Alors, les primaires, c'est une machine à perdre. À droite... Attends, je rebondis. Vous avez dit on dégage quelqu'un et pas Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ce que vous voulez dire. On dégage un candidat. On dégage un candidat et j'espère que ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Les primaires, en France, les primaires, c'est une machine à perdre. À droite comme à gauche. Regardez Ségolène Royal qui gagne triomphalement les primaires pour l'élection de 2012, qui s'est fait dézinguer par les espèces de vieux chiens. 2007, et qui s'est fait dézinguer par ses copains du PS qui sont tellement misogynes qu'ils en peuvent plus, qu'ils lui ont mis des pots de banane tant qu'ils pouvaient pour qu'elle se casse les dents. Elle l'avait remporté. Elle avait remporté une primaire de parti. Et qu'ils n'ont pas supporté. Elle s'est fait dézinguer par ses copains socialistes. Et puis c'est un fait que Sarkozy avait fait une excellente campagne. Donc ça, plus ça marche pas. À droite, c'est la même chose. Ça ne fonctionne pas. Les Américains, ils ont le culture. Les Américains, ils ont la culture de la primaire. Ils ont ces deux grands partis, les Républicains, les démocrates, et c'est vraiment quelque chose. C'est dans leur génome d'Américains de vivre ce temps très très fort pour eux. En France, on n'a pas cette culture-là. Nous avons, même à gauche, la culture de la personne providentielle qui sort du lot. À droite, c'est une tradition, et à gauche, même si bien sûr la gauche, c'est censé au contraire être le résultat de l'union, justement, sans tête qui dépasse, malgré tout, il y a à gauche, on le voit bien avec les Mitterrand et avec tous ceux qui lui ont succédé, il y a cette culture aussi, parce que c'est très français, la France elle est bonapartiste malgré tout, depuis toujours, et il y a cette culture, même à gauche, du personnage providentiel qui sort du lot, et ça passe pas à la primaire. Dire que la France est bonapartiste le 2 décembre, entre 1845 et 1851, juste quelque chose un bémol. D'abord, Ségolène Royal n'a jamais gagné de primaire populaire et citoyenne, puisqu'il n'y en avait pas à son époque. Elle a gagné. Elle était fermée au Parti socialiste. Donc ça n'a rien à voir. Justement, elle s'est fait des ennemis à l'intérieur du Parti socialiste. Elle n'est pas du tout portée par 500 000, 600 000, 1 million d'électeurs. Et comment vous pouvez affirmer que les primaires ne fonctionnent pas? Elles ont parfaitement fonctionné pour François Fillon. Je parlais de fermé tout à l'heure. Je parlais pas d'ouvert. Les primaires ouvertes ont parfaitement fonctionné pour François Hollande et parfaitement fonctionné pour François Fillon. Donc comment vous... Mais ces histoires des costards. Parce qu'on confond en réalité la primaire avec les suites. Pardon mes chers amis, moi je respecte bien sûr vos avis. Maintenant, enfin, je m'en remets à votre expertise en plus et l'un à l'autre. Vous regardez aujourd'hui qui a quelle est la parole qui porte aujourd'hui à droite entre François Fillon et Nicolas Sarkozy par exemple. Excusez-moi, enfin François Fillon il est complètement à l'ouest. Sarkozy c'est pareil, il est déconnecté complètement des affaires politiques. Alors que Nicolas Sarkozy il a encore une parole qui porte parce qu'il reste aujourd'hui encore le personnage le plus populaire à droite. Et ça, toutes les primaires du monde n'y feront rien. Voilà, c'est un fait. C'est comme ça. Quel rapport est la choucroute? Il n'y en a pas. Le rapport avec Sarkozy a perdu la primaire contre Fillon. Fillon l'a gagné. Et enfin, si François Fillon avait gagné la présidentielle, on parlerait même plus de Nicolas. Mais non, mais par ailleurs, Nicolas Sarkozy est complètement démonétisé. Il faut arrêter cette obsession de Nicolas Sarkozy. Sarkozy, il vend des bouquins et ça, c'est bien. Le débat, c'est sur la gauche, pas sur Sarkozy et sur Fillon. Donc, sur la gauche. Vous faites qui pourrait être la personne qui rassemble la gauche? Écoutez, pas flagrant. Je vais prendre la primaire avec Fillon. Fillon, il est au fond du trou. Fillon n'existe pas quand commencent les opérations de primaire à droite. Il n'existe plus. C'est un petit peu, mais il est complètement démonétisé. François Fillon est totalement démonétisé et il jaillit. Justement, c'est ça le principe de la primaire ouverte. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui jaillit. Regardez à gauche, primaire Benoît Hamon, Manuel Valls, etc. Tout le monde est persuadé que Valls va gagner. Mais la réalité,
Et Benoît Hamon fait un score absolument déplorable. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est bien que ça marche pas. Mais vous pouvez pas dire, je vous donne 2 exemples où ça marche, je vous donne un contre-exemple parce que je suis parfaitement honnête en fait. On a des exemples de primaires qui ont échoué. Mais bien Valérie Pécresse, c'est une catastrophe. Valérie Pécresse, merci de votre aide. Non, mais ça marche pas, les primaires. La question, excusez-moi, qui pourrait rassembler derrière lui ou elle à gauche? En tout cas, moi je pose la question. Excusez-moi, ça ne peut pas être Hollande, ça ne peut pas être. Vous y croyez? Mais non, mais en aucun cas. Mais vous rigolez. Mais en aucun cas. Hollande, j'y crois profondément. Ah bon. Mais écoutez, moi je suis la plus hollandaise autour de cette table. Franchement, je l'ai défendu même quand il était indéfendable. Sérieusement, comment vous pouvez imaginer une minute que François Hollande va refaire le chemin avec tout ce qui a été fait? Vous ne mesurez pas la rancune, la rancœur de la plus inspirant quand même. Mais je n'en sais rien. Mais moi, c'est le charme. En tout cas, je sais par soustraction, ça peut être ni Hollande. Jean-Luc Mélenchon ne gagnera jamais. Il n'arrivera jamais à passer. Voilà. Donc maintenant, vous allez éliminer les 2 dinosaures parce que c'est les 2 dinosaures. Ça fait 25 ans qu'ils s'engueulent. Quand il était au PS, c'était ça. Et à l'extérieur, voilà. Olivier Faure? Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être une femme. Mais quand même, pardon de le placer. Quand même, on voit à quel point dans les forces dites de progrès, c'est-à-dire à gauche, il n'y a pas de femme qui sort. Alors, on entend parler François Hollande, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous dites ça? Mais il y a plein de. Il y a Clémence Guettet qui est très très bien chez la France Insoumise. Vous avez encore Ségolène Royal qui peut jouer quelque chose. Je ne crois pas 1 minute la présidentielle. Vous avez la nouvelle génération qui arrive. Vous avez des nouveaux députés. Pourquoi vous? Parce que je vous entends. Vous êtes quelqu'un qui a parlé de Jean-Luc Mélenchon, François Hollande non, mais je suis d'accord avec Olivier Faure. Mais ce que je dis, moi je pense par exemple Clémence Guettet, Clémentine Autain sont des femmes qui jaillissent dans le débat. J'ai pas dit. Parler à Jean-Luc Mélenchon parce que apparemment le torchon brûle. Il a déjà brûlé, elle a quitté, elle a été virée des Insoumis. Donc moi je trouve quand même que je ne sais pas, voilà, qui peut à gauche, je n'ai pas d'idée. Mais personne n'a cité Ruffin, c'est intéressant. Moi, je crois que c'est un être singulier, mais je le vois pas du tout plausible pour unir des forces contradictoires. Alors, cela dit, c'est un fait que François Ruffin... Il n'y a pas de tête qui sort. D'accord, bien sûr, vous avez à droite non plus. François Ruffin, me semble-t-il, travaille quand même son côté social-démocrate. Oui. Il a dit même, je crois, qu'il justement, il n'avait rien contre la social-démocratie. Voilà. Et manifestement, il cherche à capter, en termes de marketing politique, justement, tout cet électorat qui est rebuté par la radicalité de LFI aussi. Oui, bien sûr. On l'avait oublié, celui-là, d'ailleurs. Comme quoi. Il y a du monde. Comme quoi, finalement, il y a du monde. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Françoise Degois. Merci, les amis. Jean Dorido. C'était pas facile de parler avec eux aujourd'hui, Jean. Il faut se battre sur cette terre. C'est ça. Philippe David, dans un instant, la citoyenneté. Les vraies voix citoyennes, on va recevoir Emeline Bardou de l'association Les mots d'enfants, les mots résilients, avec Psy Ride Power. Vous allez voir, c'est très original. Et on va parler avec Claire Daguex, qui est responsable du projet de la Nuit du Bien Commun, que vous connaissez bien, ma chère Cécile. Absolument, que j'anime tous les ans, sauf cette année malheureusement. Mais vous allez voir, c'est un très beau projet. Et on se retrouve demain à 17h, Philippe, j'ai dit 17h30. 17h, 19h. Ouais, 17h. Si vous voulez qu'on commence un peu plus tard, faut demander à Alexandre Deloven de faire une demi-heure de voyance de plus. Voilà, mais moi, j'ai envie de faire une demi-heure de plus. Non, mais moi, j'ai pas besoin de voyance, je vois que j'arrive à 17h demain. Allez, je vous embrasse, passez une belle soirée. Merci à Maxime et à notre équipe et on se retrouve demain à 17h. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.